Salut à tous et bienvenue sur Histoire G. Le bac approche à grands pas et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer une série de vidéos qui va vous aider à réviser les chapitres des épreuves d'histoire-géographie. On commence avec un gros chapitre du programme, la Chine et le monde depuis 1949. C'est parti. Alors avant de s'attaquer au chapitre à proprement parler, on va quand même contextualiser un peu tout ça. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de Mao au pouvoir et les différents dirigeants qui vont le suivre, la Chine était un empire et le dernier empereur de Chine abdique en 1912, c'est l'empereur Puyi. Une fois cette abdication prononcée, la Chine va être en proie à une certaine instabilité. Le territoire chinois est divisé entre les occidentaux d'un côté et l'éternel rival japonais de l'autre. Et pour ne rien arranger, une guerre civile fait même rage entre nationalistes et communistes. Mais ce conflit va prendre fin en 1931 quand le Japon envahira le territoire. En 1945, comme vous le savez, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est vaincu suite aux 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et la Chine peut donc récupérer ses territoires. Mais la fin de la Seconde Guerre mondiale va provoquer un nouveau conflit entre nationalistes et communistes. Les nationalistes sont soutenus par les États-Unis et dirigés par le militaire Chiang Kai-shek. Les communistes, quant à eux, sont dirigés par Mao et reçoivent le soutien de l'URSS. On n'y est pas encore, mais on peut voir déjà les prémices de la guerre froide se dessiner à l'horizon. Malgré le soutien des Américains, les nationalistes vont perdre la guerre et vont être contraints de se réfugier sur l'île de Taïwan avec Chiang Kai-shek. De son côté, la Chine continentale telle qu'on la connaît aujourd'hui devient communiste. Malgré la victoire des communistes, les États-Unis ne reconnaîtront que le gouvernement nationaliste comme souverain en Chine. De ce fait, Taïwan prendra le siège de membre permanent de Conseil de sécurité à l'ONU à la place de la Chine. En protestation à cela, l'URSS décidera de ne plus intervenir et de faire siège vide au sein de l'Organisation des Nations Unies durant plusieurs années. C'est peu de temps après la défaite des nationalistes que Mao Zedong décidera de proclamer la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Alors que la guerre froide commence à peine, dès 1950, la Chine apparaît comme un soutien de poids pour l'URSS et le bloc de l'Est en Asie. En effet, les Chinois vont intervenir dans la guerre de Corée qui va durer de 1950 à 1953 pour soutenir la Corée du Nord qui est alors communiste à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Elle fera de même lors de la guerre d'Indochine qui elle va durer de 1946 à 1954 pour soutenir les Viet Minh contre la France. En 1950, la Chine envahira également le Tibet qu'elle occupera militairement jusqu'à aujourd'hui. Et pour info, pour ceux qui ne le sauraient pas, le Viet Minh est une organisation politique et paramilitaire qui œuvrait pour la libération de l'Indochine française. Cependant, malgré les interventions étrangères de la Chine à l'époque, elle ne parvient pas à chasser complètement toutes les présences étrangères sur son sol. En effet, la ville de Hong Kong va rester britannique et la ville de Macao va rester portugaise. La Chine est également utilisée comme cheval de Troie par l'URSS dans le tiers-monde. En 1955, lors de la conférence de Bandung, qui a pour but de réunir 29 pays d'Asie et d'Afrique décolonisés, la Chine met en avant son système autocentré socialiste comme étant adapté à tous les pays en voie de développement. À la mort de Joseph Staline, en 1953, l'URSS va connaître plusieurs changements. C'est ce qu'on va appeler la déstalinisation. Mais Mao n'est pas du tout d'accord avec ces changements et va décider de maintenir une politique dure et stricte dans son pays. Les relations entre la Chine et l'URSS vont donc se tendre de manière importante. En 1960, Mao décide de rompre le traité sino-soviétique qu'il a signé avec Staline en 1950. En 1962, l'URSS intervient aux côtés de l'Inde dans le conflit sino-indien, ce qui va signer un an plus tard, donc en 1963, la rupture définitive entre la Chine et l'URSS. En 1969, on atteint même un petit paroxysme puisque des incidents militaires ont lieu à la frontière sino-soviétique. C'est également en 1960 que Mao lance le très célèbre Grand Bond en avant. Cette politique économique a fait pour simple but d'industrialiser très rapidement le pays, mais ça va être un échec colossal qui va entraîner une crise économique, sociale et environnementale et qui va causer, alors les sources diffèrent selon les historiens, mais 20 à 30 millions de morts. Le contexte de la guerre froide va servir à la Chine pour revenir sur le devant de la diplomatie mondiale. En 1964, la République populaire se dote de l'arme atomique et va adopter un discours très anticapitaliste. Malgré ce discours, en 1971, la Chine et les États-Unis vont sceller un accord qui va permettre la dislocation du bloc de l'Est en Asie. Grâce à cet accord, la Chine va pouvoir récupérer son siège de membre permanent de Conseil de sécurité à l'ONU à la place de Taïwan. Au-delà de la politique, la stature internationale de la Chine passe également par le rayonnement du maoïsme, qui est donc le courant politique adopté par Mao à l'époque. Il va notamment rayonner dans les pays du tiers-monde et surtout en Afrique et notamment en Tanzanie. En Afrique, d'autres pays vont sceller des accords avec la Chine sans pour autant adopter le modèle du maoïsme. En 1975, les Khmers rouges qui appliquent et soutiennent le maoïsme prennent le pouvoir au Cambodge. La France, quant à elle, n'échappe pas au maoïsme puisque le courant politique va être très présent durant les manifestations étudiantes de mai 68. Mais tout ça n'est en fait qu'une vitrine. Au Cambodge, les Khmers rouges sont renversés par les Vietnamiens pro-soviétiques en 1979 et le courant maoïste va avoir un effet très éphémère auprès des intellectuels occidentaux. Mao décède en 1976 à l'âge de 82 ans. Son successeur s'appelle Deng Xiaoping et va adopter un chemin politique un peu différent de celui de Mao, en adoptant une politique plus souple et surtout plus tournée vers l'international.
La priorité de Deng Xiaoping va être la mondialisation de l'économie. Et pour ce faire, il va créer ce qu'on appelle des zones économiques spéciales, comme la mégalopole de Shenzhen, qui est une ville qui relie Hong Kong à la Chine continentale. Le but de ces zones économiques est surtout de promouvoir les échanges commerciaux avec le monde capitaliste. C'est aussi à ce moment-là que la Chine décide de devenir l'atelier du monde en misant sur la production à bas coût. Mais malgré une forte ouverture économique, il faut quand même garder à l'esprit que la Chine reste une dictature avec un parti unique au pouvoir, le Parti communiste chinois ou PCC. En 1989, la Chine connaît un vent de révolte mené par des étudiants qui demandent plus de liberté et de souplesse vis-à-vis du régime. L'apogée de la répression de cette révolte arrive en juin 89 lorsqu'un homme décide de s'interposer face à une colonne de chars sur la place Tiananmen à Pékin. Et la photo a d'ailleurs fait le tour du monde, je vous la mets dans un coin de la vidéo pour ceux qui ne verraient pas de quelle photo je veux parler. Durant l'époque de Deng Xiaoping, et ce malgré des tensions internes dans le pays, la Chine s'affirme sur le plan mondial et notamment sur le plan régional. Elle continue de revendiquer un certain nombre de territoires et surtout des îles, comme les îles Spratly ou les îles Paracel en mer de Chine. Pour rester sur le plan régional, la Chine continue de maintenir une politique ferme vis-à-vis de Taïwan et soutient le régime dictatorial communiste de la Corée du Nord. Il est important de noter cependant que malgré les tensions entre la Chine et Taïwan, aucune intervention militaire n'a eu lieu dans l'histoire des deux pays. Elle contribue ainsi à entretenir un climat de guerre froide en Asie orientale. Sur le plan purement intérieur, elle obtient quelques victoires en obtenant la rétrocession de Hong Kong en 1997 et celle de Macao en 1999. Elle accordera à ces États plus de liberté en leur laissant une certaine autonomie sur le plan politique, très relative. Sur le plan mondial, la Chine est un acteur très important non seulement de l'ONU, mais aussi de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qu'elle a intégrée en 2001. Elle est également membre du G20 depuis 2008 et pareil, son rôle est très important dans l'organisation. Elle est aussi un acteur majeur de la mondialisation étant donné qu'elle possède le deuxième PIB au monde. Sa présence se fait désormais aux quatre coins du monde et surtout en Afrique où la Chine investit énormément d'argent. On parle même aujourd'hui de Chine-Afrique. Mais la présence de la Chine se limite vraiment à son hard power. En effet, elle possède la deuxième armée mondiale, elle possède un droit de veto à l'ONU qui lui permet d'échapper à toute sanction internationale au niveau du Tibet. Mais d'un point de vue culturel, la Chine a encore de gros efforts à faire. En effet, son rayonnement n'atteint pas celui du Japon ou de la Corée qui sont ses voisins. Cependant, ce pouvoir culturel devrait se développer au fur et à mesure des années étant donné que la diaspora chinoise aux quatre coins du monde devient de plus en plus importante, contribuant ainsi un peu plus chaque jour au rayonnement culturel de la Chine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère à tous qu'elle vous aura plu ainsi que la série que j'ai donc mis en place pour vous aider à réviser le bac. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bon courage à ceux qui sont en plein dans la révision et j'espère que cette vidéo vous aidera au mieux. Salut!